Nous sommes entourés d'innombrables virus, de bactéries et de parasites qui sont prêts à attaquer notre corps et utiliser ses ressources pour se nourrir, se reproduire et y trouver refuge. Heureusement, notre corps a développé des stratégies pour reconnaître et détruire ces intrus grâce à notre système immunitaire. Dans cet épisode, nous allons voir comment notre système immunitaire réagit pour tenter de se débarrasser de ces intrus. Et comme d'habitude, nous allons illustrer cette réponse immunitaire à l'aide de nos deux personnages principaux, le SRAS-CoV-2 et le VIH. Je m'appelle Nicolas, et ceci est le troisième épisode de notre série de présentations vidéo Un monde de virus, que nous vous présentons grâce au Center for Blood Research. Et maintenant, commençons. Notre système immunitaire est composé de deux branches principales, le système inné et le système acquis. Nous parlerons d'abord du système immunitaire inné. Cette branche est composée de systèmes de défense qui sont déjà en place et peuvent être activés immédiatement en présence d'un pathogène. Un pathogène est un intrus qui est étranger à notre corps, comme les bactéries ou les virus. Ainsi, le VIH et le coronavirus sont des exemples de pathogènes. La peau, les membranes muqueuses et les poils sont les premières barrières du système immunitaire inné empêchant l'entrée des pathogènes dans notre corps. De plus, notre système immunitaire inné est composé de nombreuses cellules appelées phagocytes, qui patrouillent constamment notre sang, nos tissus et nos organes, cherchant des pathogènes ayant réussi à se faufiler à travers les premières barrières physiques. Alors qu'ils patrouillent le corps, ces phagocytes ingèrent les intrus et peuvent reconnaître des éléments uniques sur les surfaces des pathogènes, que nous appelons des antigènes. Certaines des structures dont nous avons parlé dans le dernier épisode, comme les glycoprotéines, sont des exemples d'antigènes. Les phagocytes transmettent ensuite cette information sur l'identité des intrus au système immunitaire acquis. Mais que fait notre système immunitaire acquis avec cette information? Le système immunitaire acquis utilise l'information transmise par le système immunitaire inné pour monter une défense stratégique. On l'appelle aussi le système adaptatif puisqu'il s'adapte aux pathogènes spécifiques qui nous attaquent. Ainsi, ce système agit comme une unité de force spéciale plutôt que comme une patrouille régulière. Mais comme toute bonne stratégie, cette défense spécialisée prend un certain temps à planifier et à préparer. Quand l'information est communiquée par le système immunitaire inné, des cellules spéciales se font activer, les lymphocytes. Un type de lymphocyte, appelé lymphocyte T, recherche et tue les cellules infectées. Un autre type de lymphocyte, les lymphocytes B, utilise l'information des antigènes pour produire des armes spéciales, appelées anticorps. À la fin du dernier épisode, nous vous avons demandé ce qu'est un anticorps. Les anticorps sont des protéines spéciales, relâchées par millions, qui jouent un rôle très important dans la destruction des pathogènes. Les mots antigènes et anticorps se ressemblent, mais il est important de les distinguer. Les antigènes sont des protéines qui se trouvent sur un pathogène, alors que les anticorps, qui sont aussi des protéines, sont fabriqués par les lymphocytes B pour se lier à ces antigènes, comme une clé dans une serrure, et détruire les pathogènes. Le système immunitaire acquis garde en mémoire les antigènes de chacun de ces pathogènes, fournissant une protection de longue durée contre eux. Ceci permet aux lymphocytes T et aux lymphocytes B de monter leur défense beaucoup plus rapidement la prochaine fois si ce même pathogène tente de nous attaquer à nouveau. Maintenant, voyons comment le SRAS-CoV-2 entre dans notre corps et comment notre système immunitaire répond. Comme vous le savez sûrement, quand une personne infectée par le coronavirus tousse ou éternue, le virus se propage dans l'air, contenu par les petites gouttelettes répandues. Nous pouvons être infectés par le virus en inspirant ces gouttelettes ou en touchant des surfaces où elles se sont déposées et en touchant ensuite notre visage. Le virus peut s'introduire dans notre corps par les muqueuses des yeux, du nez et de la bouche. Le virus se retrouve ensuite à l'arrière de la cavité nasale et tente de passer à travers d'autres barrières physiques, telles que la membrane muqueuse de la gorge.
Quand le virus entre et commence à se reproduire, il se fait reconnaître par les phagocytes qui patrouillent le corps. Ceux-ci alertent le reste du corps en relâchant des molécules d'alarme qui aident à recruter beaucoup plus de cellules immunitaires au site de l'infection. Ces phagocytes ingèrent aussi les intrus afin de transmettre l'information sur leurs antigènes au système immunitaire acquis pour que la défense spécifique contre le virus puisse être préparée. Pour certaines personnes, l'activité des cellules patrouille est suffisante pour éliminer le virus complètement, ce qui explique pourquoi certaines personnes n'ont que des symptômes légers ou aucun symptôme du tout. Si les cellules du système immunitaire inné ne réussissent pas à complètement éliminer le virus, par contre, ils continuent à se reproduire et à pénétrer plus profondément dans le corps. C'est toute cette activité qui provoque les premiers symptômes, tels que le mal de gorge, la toux sèche ou l'essoufflement. S'il n'est pas rapidement éliminé, le coronavirus peut affecter plusieurs organes du corps. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le virus peut seulement entrer dans les cellules qui ont un récepteur spécifique, le récepteur ACE2. Le virus s'accumule donc dans les endroits du corps où ces récepteurs sont abondants, principalement les poumons, mais aussi le foie, les reins et l'intestin. Pendant que le virus se propage, le corps tente de conserver son énergie, ce qui explique certains des symptômes tels que les douleurs musculaires et la fatigue. De plus, le corps tente de combattre le virus en augmentant sa température, et c'est pour cela que nous avons une fièvre. Cette haute température aide à tuer le virus et à stimuler le système immunitaire. Regardons les poumons en plus grand détail. Alors que l'infection progresse, elle se rend éventuellement aux alvéoles, les petits sacs dans nos poumons où se font les échanges gazeux. Au niveau des alvéoles, le corps continue à combattre l'infection en causant de l'inflammation. Ceci peut endommager les alvéoles qui nuit à la fonction des poumons, qui est d'obtenir de l'oxygène pour le reste du corps. Plusieurs jours se sont maintenant écoulés depuis le début de l'infection. Les cellules du système immunitaire acquis ont maintenant préparé leur défense spécifique contre le coronavirus. Ces cellules spécialisées incluent les lymphocytes B et deux types de lymphocytes T. Les lymphocytes T CD4, aussi appelés cellules T auxiliaires, communiquent avec les autres cellules immunitaires afin de coordonner la défense spécialisée. Les lymphocytes CD4 guident une autre sorte de lymphocytes, les lymphocytes CD8, aussi appelés lymphocytes T cytotoxiques, vers le site de l'infection afin qu'ils tuent les cellules infectées. Les lymphocytes CD4 guident aussi les lymphocytes B, qui sont responsables pour la production d'anticorps, qui sont les protéines spécifiques qui s'attachent au virus et permettent ainsi de l'éliminer. Cet afflux de cellules et toute cette activité peut endommager les alvéoles, ce qui peut mener à des difficultés respiratoires, une toux sévère et de la douleur dans la poitrine. Si l'infection persiste ou empire, les poumons peuvent commencer à se remplir de liquide et de cellules mortes. Quand une personne atteint ce stade avancé de l'infection, elle peut avoir besoin d'un respirateur artificiel afin d'augmenter la quantité d'oxygène disponible pour le reste du corps. Pour certains, les dommages sont si sévères que même un respirateur peut ne pas suffire. Un autre problème causé par le coronavirus, qui n'est pas aussi fréquent mais qui peut être aussi dangereux pour certaines personnes, est la coagulation du sang, qui transforme le sang en caillot, une sorte de gel. Cette réaction de notre corps est normale quand nous avons une coupure, par exemple, afin d'arrêter le saignement. Mais quand le coronavirus infecte, cette coagulation peut se produire à l'intérieur même des vaisseaux sanguins à différents endroits dans le corps. Ceci, en plus du manque d'oxygène, peut causer l'arrêt du fonctionnement de différents organes dans le corps. Nous venons de voir comment le système immunitaire répond au coronavirus. Maintenant, regardons sa réponse au VIH. Le VIH infecte notre corps différemment. Il est introduit en entrant en contact avec le corps par le sang ou d'autres fluides corporels, tels que le sperme, le lait maternel, les sécrétions vaginales et le mucus rectal. Nous allons discuter de la transmission du virus plus en détail dans le 5e épisode. Mais voyons ce qui se passe quand le VIH entre en contact avec notre sang. Si vous vous souvenez du dernier épisode,
Le VIH s'attache au récepteur CD4 qui se trouve sur la surface des lymphocytes T CD4. C'est en s'attachant à ces récepteurs que le VIH infecte ces cellules. Notre système immunitaire inné tente de se défendre contre le virus, ce qui mène à des symptômes tels que la fatigue, les douleurs musculaires et la fièvre. Mais le système immunitaire inné, qui n'est pas spécifique au virus, n'arrive typiquement pas à se débarrasser du virus et doit donc faire appel au système immunitaire acquis. Quand le VIH infecte un lymphocyte T CD4, il utilise les petites machines du lymphocyte pour se reproduire. Ces millions de copies à l'intérieur de la cellule la font gonfler et éclater. Ces nouvelles particules libérées infectent d'autres lymphocytes T CD4 et recommencent le même processus. Alors que de plus en plus de cellules deviennent infectées, le corps perd progressivement ses lymphocytes T CD4. En plus du dommage direct sur les cellules infectées, l'éclatement de ces lymphocytes relâche des molécules qui causent le gonflement des lymphocytes voisins, ce qui mène à la destruction de nombreux lymphocytes T CD4 qui ne sont même pas infectés par le VIH. Le VIH finit par causer une destruction sévère de notre système immunitaire, particulièrement au niveau de la branche acquise. Avec la perte de la majorité des lymphocytes T CD4, ceci mène à des conséquences sévères, surtout dans l'habileté de notre corps à combattre le VIH et plusieurs autres pathogènes. Comme nous l'avons vu pour le coronavirus, nos lymphocytes T CD4 servent de guide qui dirige les lymphocytes T CD8 afin qu'ils tuent le virus. Ils sont aussi importants pour guider les lymphocytes B dans la production d'anticorps, qui sont très importants pour éliminer le virus aussi. Avec le VIH, les lymphocytes T CD8 et les lymphocytes B ne sont plus capables d'effectuer leur fonction de manière efficace, puisqu'il n'y a plus assez de lymphocytes T CD4 pour les guider. Le système immunitaire n'est plus en mesure de fonctionner normalement et le virus ne peut plus être éliminé. C'est de ce concept de déficience du système immunitaire que vient le nom virus de l'immunodéficience humaine. Que se passe-t-il quand le système immunitaire devient déficient? Nous savons maintenant comment le système immunitaire nous permet de se défendre contre les pathogènes qui tentent d'envahir notre corps. Avec le VIH, par contre, le corps ne peut plus se défendre contre ces pathogènes comme il le ferait normalement. De plus, des milliards de bactéries vivent normalement dans notre corps. Ces bactéries ne nous font pas de mal et certaines d'entre elles sont même bénéfiques. Sans un système immunitaire fonctionnel, le corps peut perdre le contrôle et l'équilibre de ces bactéries, ce qui leur permet de se répandre dans le corps et causer des infections. Le corps devient donc vulnérable aux pathogènes de l'extérieur et de l'intérieur. Ce stade de l'infection du VIH s'appelle le SIDA, ou syndrome de l'immunodéficience acquise. Quand quelqu'un atteint ce stade, les pathogènes qui auraient normalement été facilement arrêtés peuvent maintenant envahir son corps sans résistance de la part du système immunitaire. Le corps devient vulnérable et différentes sortes de pathogènes peuvent maintenant se multiplier dans différents endroits du corps, affectant plusieurs organes. C'est à ce stade que les personnes atteintes peuvent succomber à ces infections. Heureusement, les médicaments disponibles de nos jours peuvent empêcher les personnes infectées par le VIH d'atteindre ce stade de l'infection. Grâce à la recherche dans ce domaine, ces médicaments continuent sans cesse à s'améliorer. La première étape pour pouvoir offrir ces traitements aux personnes infectées est de savoir qui elles sont, n'est-ce pas? Donc, afin d'aider ceux qui sont en train de combattre des maladies comme le VIH ou le coronavirus, ces personnes doivent être testées pour ces virus. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des méthodes de dépistage et de tests pour le VIH et pour le coronavirus. En préparation pour cet épisode, je vais vous laisser avec cette question. Lequel des éléments suivants n'est pas ciblé par les tests que nous utilisons pour déterminer si quelqu'un est infecté par le VIH ou le coronavirus? Nous parlerons de cela la semaine prochaine. À bientôt!